Chers amis, je vous souhaite bien le bonsoir. En tout cas, c'est le soir ici. Il est à peu près 19h30. Je voulais évoquer avec vous un sujet. Encore une fois, comme vous le savez, dans mes vidéos, j'évoque des sujets qui sont toujours très importants, qui doivent être remis à leur place, surtout dans le monde dans lequel on vit actuellement, dans lequel on a tendance très rapidement à se perdre entre les définitions de notions. Et ça, c'est pas sans la contribution des forces hégémoniques qui dominent ce monde et dont l'objectif est justement de troubler les définitions pour pouvoir paralyser la pensée critique et la pensée tout court. Et parmi ces questions, c'est finalement la place de la philosophie dans la société. Et la place de la philosophie dans la société a besoin d'être clarifiée parce que je suppose que je ne suis pas le seul dans cette situation, mais il y a deux jugements qu'on entend très souvent, c'est Monsieur, les mathématiques, de toute façon, ça sert à rien, on n'en a pas besoin dans la vie, et la philosophie, c'est de la masturbation mentale. Des jugements dont le rapprochement n'a rien d'une coïncidence quand on sait que la mathématique c'est une forme de philosophie. La mathématique est une philosophie, d'abord parce qu'elle s'appuie sur la méthode, et la méthode est conçue dans un environnement philosophique, et ensuite parce que même dans sa structure, la mathématique est une philosophie. Dans sa structure, c'est une philosophie parce que le raisonnement mathématique s'appuie sur deux principales dimensions, à savoir les règles d'inférence et les axiomes. Et la philosophie également s'appuie sur des dimensions qui sont très similaires, pour ne pas dire les mêmes, à savoir les règles de déduction, qui vont venir connecter les propriétés des concepts entre elles pour pouvoir ensuite connecter les concepts entre eux, et les définitions. Donc, moi, je trouve ça quand même assez révoltant, les gens qui... Bon, je vais quand même d'abord parler un petit peu de la mathématique. Je trouve ça assez révoltant que les gens vous expliquent que la mathématique, ça sert à rien, alors que nous sommes entourés par les produits de la mathématique, à savoir la technologie. Que ce soit le véhicule dans lequel je suis actuellement en train de tourner ce vidéogramme, ou le téléphone qui sert à diffuser, à enregistrer, à diffuser ce vidéogramme, que ce soit... Bon, je ne vais pas commencer à lister toutes les technologies, mais je pense que vous avez compris le principe. Toutes les technologies qui nous améliorent notre quotidien et qui nous permettent de vivre de manière plus ou moins digne sont un produit direct de la mathématique. Donc c'est pas parce que toi tu penses que dans ta... C'est très révélateur aussi de l'égocentrisme des gens, parce que à partir du moment où l'individu pense que la mathématique ne va pas lui servir directement dans la vie, alors elle ne sert à rien dans l'absolu. Et d'ailleurs, elle ne lui sert pas directement dans la vie, non pas parce que la mathématique ne sert à rien, mais parce que son cerveau n'est pas câblé pour comprendre la mathématique. Si son cerveau était câblé pour comprendre la mathématique, il réglerait son problème de pauvreté en quelques heures, tout simplement en jouant les beaux numéros au loto, ou en allant au casino pour jouer au blackjack ou au poker, et puis bah, il va gagner des millions et il sera riche du jour au lendemain. Comme quoi, lorsqu'on maîtrise la mathématique, la question de la pauvreté ne se pose plus. Maintenant que nous avons clarifié ce petit point au sujet de la mathématique, parlons plutôt de la philosophie. Je considère que, moi, pour me faciliter un peu la réflexion, je pars du principe que la mathématique est au monde inerte ce que la philosophie est au vivant. Alors je m'explique, la mathématique permet de concevoir des technologies qui, une fois conçues, si elles sont posées dans un coin et elles ne sont pas utilisées, ne bougeront pas, ne changeront pas. Ça veut bien dire que le produit de la mathématique en soi est inerte, et pour qu'il devienne animé, il a besoin d'une interaction, il a besoin d'une intervention d'une forme vivante, à savoir le genre humain, mais on peut aussi imaginer d'autres bestioles, si un jour elles deviennent intelligentes, elles commenceront à utiliser la technologie. Mais la technologie en elle-même est inerte, d'accord? Donc la mathématique, le monde inerte également, parce que la mathématique permet quand même de révéler certaines lois fondamentales qui peuvent s'appliquer à l'univers ou à l'environnement inerte. Encore une fois, c'est inerte. Par exemple, lorsqu'on pense à la technologie, veuillez m'excuser, lorsqu'on pense à la cosmologie, la mathématique permet de prévoir les orbites des objets, permet de prévoir la trajectoire des objets, permet de caractériser les astres, qui sont autant d'objets fondamentalement inertes. Une étoile, vous la voyez aujourd'hui ou vous la voyez dans 100 000 ans, grosso modo, les modèles qui ont été découverts et révélés sur cette étoile vont pouvoir décrire son état quel que soit le moment de la description. Les choses se compliquent un peu hein, lorsqu'on parle de mécanique quantique, mais il faut savoir aussi que la mathématique commence à révéler ses faiblesses lorsqu'elle s'applique à la mécanique quantique. Parce qu'il n'y a pas une théorie
unifiée de la mécanique quantique, comme il y aurait une théorie par exemple de la relativité harmonieuse, simple, fondée sur quelques idées fondamentales. La mécanique quantique est plutôt une cuisine, c'est-à-dire qu'il y a des concepts qui sont piochés, ou en tout cas qui sont conçus, des modèles probabilistes qui sont appliqués à des phénomènes quantiques. Mais encore une fois, on est loin de l'exactitude et de la rigueur à laquelle on est habitué lorsque l'on applique la mathématique au monde macroscopique. Donc déjà, lorsque l'on essaie d'appliquer la mathématique au monde quantique, qui est caractérisé par l'imprévisibilité, les choses se compliquent. La mathématique commence à se nucléariser, c'est le cas de le dire, dans la mesure où il y a plusieurs modèles qui vont venir interférer entre eux, qui vont être plus ou moins utiles en fonction du phénomène quantique qu'on essaie de décrire, mais il n'y a pas encore une théorie unifiée de la mécanique quantique au sens où il y aurait par exemple une théorie unifiée de la relativité ou de la gravitation. Ce qui prouve au passage que la mathématique est bien quelque chose qui s'applique au monde prévisible et inerte. Et lorsqu'elle est face à l'imprévisible, elle perd en puissance, sans pour autant perdre totalement son utilité et sa puissance, mais elle perd en puissance. Et il n'est pas impossible que, au fur et à mesure que la connaissance sur les objets quantiques augmente, à mesure que l'intervention de la mathématique va diminuer. Maintenant, pour ce qui est de la philosophie, comme je vous l'ai dit, c'est une discipline qui s'applique au vivant. Et pourquoi ? Parce que fondamentalement, la philosophie, qu'est-ce que c'est ? La philosophie, c'est la discipline de la justification. C'est comme ça que j'aime la définir. Alors, il y a plusieurs définitions de la philosophie, la discipline de l'universalité, la discipline de la totalité, la discipline de la vérité, la discipline de la liberté. On est bien d'accord, il n'y a pas de souci, mais moi j'aime bien parler de la discipline de la justification, parce que ce soit la vérité, que ce soit la liberté, que ce soit la totalité, tout ça, c'est dans une optique de justification. Oui, la philosophie est une discipline de la totalité, mais encore, elle justifie la totalité. La philosophie tente d'expliquer le pourquoi de la totalité, alors que le comment de la totalité, c'est plus de l'apanage de la mathématique. Que ce soit la liberté, pourquoi la liberté ? Parce que, admettons carrément qu'on arrive à démontrer la nécessité de la liberté à travers la philosophie, il restera toujours la question du pourquoi qui restera une question philosophique. La vérité également. On atteint la vérité, automatiquement la première question qui nous viendra à l'esprit, c'est pourquoi la vérité est comme ceci et pas comme cela. Il y a toujours ce pourquoi qui revient en philosophie, et c'est la justification, d'accord ? Et il se trouve que la justification, eh bien, c'est aussi l'objectif. Pourquoi est-ce que j'agis ? Pour atteindre un but. Pourquoi est-ce que j'agis ? Parce que mon action a été déclenchée par une cause. D'accord ? Donc, on voit ici une interaction assez intime entre l'action et la justification, puisque l'action est motivée par la justification, qui est l'objectif ou qui est la cause. Et donc, on se rend compte finalement, par transitivité, que la philosophie est ce qui donne un cadre à l'action. D'accord ? La philosophie, c'est ce qui fait en sorte que vous agissiez d'une telle manière et pas d'une telle autre manière face à une situation. Une même situation à laquelle seront confrontés deux individus différents engendreront deux réactions, donc deux actions différentes, parce que chacun des deux individus suit une philosophie différente. Donc voilà qu'on en arrive quand même à comprendre la place de la philosophie dans le quotidien de tout un chacun, et on arrive à mettre en lumière le fait que nous sommes tous directement concernés par la philosophie, parce que nous sommes tous concernés par l'action, nous agissons tous. Et c'est important au plus haut point, parce que lorsque je parle d'action, eh bien je parle de liberté ou de servitude. Il y a ceux qui agissent librement, et il y a ceux qui agissent parce qu'ils ont reçu des ordres, parce qu'ils sont au service de quelqu'un. Donc si je parviens à concevoir une philosophie qui permet de légitimer dans l'esprit d'un groupe d'individus un certain type d'action, eh bien j'exerce le pouvoir sur eux. Et voilà comment on comprend que la philosophie est le principal instrument, c'est la principale technologie du pouvoir. À travers la philosophie, le pouvoir va venir légitimer des situations qui ne sont pas forcément légitimes, mais qui vont sembler être légitimes aux yeux de ceux qui vont être asservis par ce pouvoir,
Tout simplement parce qu'ils ont abandonné l'exercice du raisonnement philosophique et que pour eux c'est cohérent, c'est normal, alors que quelqu'un qui exerçait à l'esprit critique et à la philosophie se rendra compte que c'est une arnaque. Et donc la philosophie permet, dans la jungle de mensonges dans laquelle nous évoluons tous, de percer le voile de l'illusion pour essayer d'accéder à la vérité qui se cache derrière, et donc à la liberté, tout simplement. Et comme nous sommes tous obligés d'agir de par notre condition, eh bien si on abandonne la philosophie ne nous abandonnera pas. L'équation est très simple. Soit l'on s'occupe de philosophie, soit c'est la philosophie qui s'occupera de nous. Et lorsque j'abandonne la philosophie, eh bien, je vais être obligé d'adhérer à la philosophie de quelqu'un d'autre. Mais je ne peux pas vivre sans philosophie, puisque je ne peux pas vivre sans agir. Je vais essayer de vous donner un cas pratique. On va essayer de quitter le monde des idées pour essayer d'entrer dans un cas pratique. Par exemple, le système dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est le système capitaliste. Aujourd'hui, nous ne vivons pas dans un système capitaliste, nous vivons dans sa perversion, c'est-à-dire le libéralisme. Je vais essayer d'en parler dans un autre vidéogramme. Quelle est la différence entre le libéralisme et le capitalisme? Et je pense que j'ai déjà donné cette différence. Mais grosso modo, pour faire simple, si vous voulez la différence entre le capitalisme et le libéralisme, dans un système capitaliste, je vends ce que je produis. Et dans un système libéral, je mets un prix à ce qui était gratuit à l'origine. Donc le capitalisme procède de la puissance, c'est-à-dire la puissance de production, la capacité à apporter une valeur ajoutée au monde, et le libéralisme procède du pouvoir, c'est-à-dire le fait de s'accaparer ce qui existe déjà pour en dicter les modalités d'accès. Et c'est en cela que le libéralisme est pervers. Quoi qu'il en soit. Nous vivons dans un système capitaliste, alors à première vue c'est un système légitime. Il faut travailler pour manger, il faut travailler pour gagner sa vie. L'argent est nécessaire parce que je ne vais pas m'amuser à acquérir les centaines, voire les milliers de compétences nécessaires pour satisfaire à chacun de mes besoins. Donc j'ai besoin d'un dénominateur commun qui va me permettre qui va se situer en tant qu'intermédiaire entre mes besoins et les nécessités de l'environnement. C'est ce qui va mener à la spécialisation. Donc tout ça c'est logique, hein. Il n'y a pas de problème. Normalement, il n'y a pas de problème là-dedans. Il n'y a pas de... quand vous décrivez le système capitaliste à quelqu'un, il n'y a pas de problème. Mais au-delà de ça, d'abord, le système capitaliste est une philosophie. C'est une philosophie du matérialisme. C'est-à-dire que la marchandise, je vais faire un peu mon marxiste, mais la marchandise est placée au cœur de ce système. L'intégralité de ce système gravite autour de la notion de marchandise, à tel point que on ne voit plus que ça. Alors que dans le monde, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la marchandise. Il y a d'autres dimensions du monde qui sont indispensables, dont il faut se saisir en toute urgence, au risque de se retrouver enfermé dans un système qui est incomplet. Bon. Quels sont les fondamentaux philosophiques du capitalisme? Il y a la main invisible d'Adam Smith, c'est-à-dire poursuivez votre intérêt individuel, ne vous souciez pas de l'intérêt collectif, parce qu'il sera un effet de votre poursuite de votre intérêt individuel. Il y a la notion de négociation qui fait appel à la notion de séduction, donc qui fait appel à la notion de sophisme, c'est-à-dire la manière avec laquelle je vais présenter mon produit ou mon service alors qu'à l'origine il est de piètre qualité, mais la manière avec laquelle je vais le produire, le positionnement que je vais lui donner, l'image que je vais lui donner, va faire en sorte que ce produit devienne séduisant, ce service devienne séduisant, et il va être consommé par les agents économiques. Donc je suis dans une dynamique de sophisme. Encore une fois, c'est de la philosophie. Et puis surtout, il se fonde sur une idée centrale, c'est qu'à partir du moment où c'est un matérialisme et que la marchandise est l'élément fondamental du système capitaliste, eh bien le système capitaliste est dépouillé de toute spiritualité. Et donc le système capitaliste est tout simplement impuissant à calmer les angoisses existentielles qui doivent normalement vivre dans chaque esprit sain. À tel point d'ailleurs que l'on voit aujourd'hui dans les maisons de retraite se multiplier des gens qui sont atteints de profonds troubles mentaux, voyant leur heure approcher à grands pas, ils sont complètement impuissants face à cette réalité, et donc ils basculent dans la folie. Et donc c'est un système purement matérialiste qui promet le paradis sur Terre. C'est-à-dire qu'à travers le confort, à travers la consommation, à travers la sous-traitance de certaines choses qui sont importantes à d'autres, je peux, dans un système capitaliste, profiter
en faisant le minimum, c'est-à-dire en agissant que dans mon domaine de spécialité, c'est-à-dire que j'agis un minimum, je ne cherche pas à acquérir d'autres compétences. À partir du moment où mes compétences me suffisent à garantir un revenu, je n'ai pas besoin d'aller voir ailleurs. Je suis donc dans une dynamique de repos. Et ensuite, grâce à la marchandise, je suis dans un rapport au confort. Et tout ceci rappelle très vaguement ce que l'on peut espérer au paradis. Sauf que c'est ici, dans ce monde. Et le fait de tenter de recréer le paradis dans le monde matériel, c'est vraiment la définition ontologique, si vous voulez, du matérialisme. Et c'est le capitalisme. En réalité, encore une fois, c'est le libéralisme, mais j'ai pas trop envie de parler de cette notion dans ce vidéogramme. Et donc voilà que le capitalisme se fonde sur un pari métaphysique. À savoir qu'après la mort, il n'y a rien, donc il n'y a pas de paradis. Donc l'objectif du capitalisme est de créer le paradis ici sur Terre, dans ce monde matériel. Donc le capitalisme est d'abord un rapport à la mort et un rapport à l'au-delà. Qu'il soit existant ou inexistant n'est pas important. Ici, ce qui est important, c'est que c'est un rapport, c'est une réponse. Le capitalisme, c'est une réponse apportée au questionnement existentiel. Et donc, c'est une philosophie en puissance. Et donc, vous qui dites que la philosophie, c'est de la masturbation mentale, mais vous bouffez de la philosophie du matin au soir. La seule différence, c'est que ce n'est pas la vôtre. C'est celle d'autres personnes qui, dans une volonté d'exercer le pouvoir et dans une volonté de recréer leur paradis sur Terre, vous transforment en esclaves à leur service. Ça revient à ce que je disais au début, si vous ne vous occupez pas de philosophie, la philosophie s'occupera de vous. Le même raisonnement peut être appliqué à la politique. Les politiciens vont venir justifier certaines décisions, notamment en mettant en avant certains aspects de leurs décisions et en se gardant bien de cacher les aspects les moins agréables, pour vous les faire accepter. Et donc, vous subissez la politique, vous subissez les idées des autres, et vous êtes à leur service. Donc, dire que si vous ne vous occupez pas de politique, la politique s'occupe de vous, ça revient à dire, si vous ne vous occupez pas de philosophie, la philosophie s'occupe de vous. D'accord ? Donc, faites très très attention la prochaine fois que vous voulez expliquer à qui veut bien l'entendre que la philosophie, c'est de la branlette intellectuelle. Personnellement, moi, quand j'entends quelqu'un me sortir ça, je sais tout de suite que j'ai affaire à un esclave qui avance dans ce qu'on lui a appris sans rien remettre en question, donc forcément, c'est un esclave. Encore une fois, cette idée d'esclavage revient beaucoup dans mes pensées, mais elle est centrale, elle est même extrêmement importante. Il y a des gens qui ont accepté d'être des esclaves, et puis il y a des gens comme moi qui ont quand même un peu de mal à faire passer la pilule. Je peux même pousser le raisonnement un peu plus loin, puisque je vous disais en début de vidéogramme que la philosophie est au vivant ce que la mathématique est à l'inerte. Et dans le vivant, il n'y a pas que l'humain, il y a aussi les autres espèces. Il y a les chats, les chiens, les girafes, les orques, les aigles, les rats, les tiques. Et là, on peut se demander, mais ces autres espèces n'ont pas atteint le niveau intellectuel nécessaire pour exercer le raisonnement philosophique. Eh bien, déjà, elles exercent le raisonnement philosophique, parce que par défaut, toutes les espèces sont matérialistes. Chaque animal ne cherche à rien d'autre qu'à se nourrir et à se reproduire, non pas dans une vision de perpétuation de l'espèce, mais simplement pour accéder à la jouissance. D'ailleurs, ça nous montre un peu que la main invisible d'Adam Smith n'a pas été inventée par Adam Smith, mais c'est juste quelque chose qui a été observé dans la nature. C'est en recherchant sa jouissance individuelle que l'on contribue au bien-être collectif. C'est en recherchant sa jouissance individuelle à travers l'alimentation et la reproduction qui lui procure du plaisir que l'animal contribue à l'intérêt collectif, c'est-à-dire à sa persistance dans la durée qui va lui permettre de se reproduire, donc de faire multiplier les effectifs de son espèce. Donc les animaux sont par défaut matérialistes. Et ça nous permet de mettre en lumière ceci de très important, c'est que quand vous abandonnez la philosophie, alors par défaut, vous êtes matérialiste. D'accord ? Mais il est aussi possible de montrer que la philosophie agit sur les autres espèces animales en montrant en réalité que le monde
est caractérisée par la diversité des espèces animales. Et chaque espèce animale peut être considérée comme une réponse au questionnement existentiel. À tel point d'ailleurs qu'un animal n'a pas besoin de exercer le raisonnement philosophique parce qu'il l'incarne déjà. Et que le raisonnement philosophique est exercé par un point de vue plus fondamental qu'on appelle l'observateur, qui, à travers les mutations génétiques et la diversité qu'il engendre dans le vivant, teste les différentes réponses possibles au questionnement existentiel. On voit que même les animaux sont concernés par la philosophie. Donc, pour conclure, si vous voulez, ce vidéogramme, à quoi sert la philosophie ? La philosophie, ça sert basiquement à ne pas vous faire avoir. C'est grâce à la philosophie que vous pouvez développer le raisonnement critique qui va vous permettre de voir le mensonge et la supercherie là où elle est et de percer le voile qui va vous permettre d'accéder à la vérité. À quoi ça sert d'accéder à la vérité ? Ça sert tout simplement, à terme, à mener une vie en alignement avec ses principes fondamentaux, avec sa nature, et puis éventuellement être libre, si ça vous intéresse d'être libre. D'accord ? Parce que ça n'intéresse pas tout le monde d'être libre, et tout le monde n'a pas les moyens d'être libre. La philosophie permet également de calmer les angoisses existentielles dans son rapport à l'au-delà, dans son rapport à la dimension métaphysique du monde, et elle vous permet de donner une ligne de conduite cohérente à l'intégralité de votre vie, de telle sorte à ce que lorsque celle-ci touchera à sa fin, vous n'aurez aucun regret. Voilà, tout simplement. Et je pense quand même que c'est peut-être la chose la plus importante qui existe dans la vie. Je vous remercie, chers amis, d'avoir pris le temps de consulter ce vidéogramme jusqu'au bout. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente continuation et rester en bonne santé. Et à la prochaine. Allez, salut!